de notre agence de traduction AFTCOM. Bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons ici aujourd'hui en tant qu'invitée du mois Nathalie Castagnet, romancière et poète et traductrice de l'italien. Nathalie Castagnet, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Mais merci à vous, d'abord. Et je dis comme d'habitude, je ne suis pas poète, vraiment. Enfin, ça, on dit, enfin, on dit souvent que je le suis parce que j'ai écrit quelque chose qu'on a appelé récit poétique. Alors j'espère que j'ai un sens de la poésie et qu'elle existe quand même dans ce que j'écris, mais poète, c'est particulier et je ne peux pas dire que je le sois. Je n'écris pas spontanément, sans cesse, en poème. Et je crois que quelqu'un qui est poète est quelqu'un qui s'exprime dans ce mode-là. Je suis plutôt romancière quand même, quand j'écris. Voilà. Alors, comme je disais, c'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Mais pouvoir faire cette interview ce mois-ci précisément, le mois de mai 2024, alors là, disons que c'est une vraie joie. Ah, là, je dois dire que le mois de mai 2024, c'est un mois quand même important, à cause du centenaire de naissance de Goliarda Sapienza, donc, puisque j'ai traduit son œuvre entière, on peut dire, et c'est quelqu'un à qui je suis extrêmement attachée depuis que j'ai découvert son premier livre. Enfin, le premier livre que j'ai lu, ce n'était pas son premier livre, puisque L'Art de la joie était largement son troisième ou quatrième livre, mais c'est celui qui m'a été donné, que j'ai lu et dont j'ai dit qu'il fallait absolument le publier. Et ça a été quand même très déterminant. Enfin, ça a été très déterminant, puisqu'on sait que c'est le succès en France, après je l'ai traduit, donc, et que c'est le succès en France en 2005, et qui a fait basculer son destin posthume, hélas, puisqu'elle était morte en 96. Et nous allons bien évidemment pouvoir parler de Sapienza tout à l'heure, mais avant cela, je voudrais commencer par vos débuts en tant qu'écrivaine et traductrice littéraire. Vous publiez sous le pseudonyme Eylartin en 1980 votre premier roman Sébastien ou La Perdition chez les éditions de La Différence, et en 1982, toujours chez le même éditeur, le récit poétique Perséphone. Alors, au commencement, j'imagine, était l'écriture. Au commencement était absolument l'écriture, parce que Sébastien est un livre que j'avais écrit 5 ans avant, à vrai dire, en 75, et Perséphone encore avant d'ailleurs, je crois en 71. Donc, et j'écrivais avant, bien sûr. J'avais commencé à l'adolescence, un peu avant l'adolescence, mais enfin, disons à l'adolescence, voilà. En effet, au commencement était vraiment l'écriture. Je passais mon temps à écrire des scènes, et puis un journal, enfin un journal qui n'était pas le mien, un journal romanesque, etc. Et oui, ça a commencé comme ça. La traduction est venue, on va en parler, un peu par hasard. Elle s'est greffée là-dessus, mais ce qui me tenait, c'était d'écrire, vraiment. Et ça continue un peu, d'ailleurs. Bien sûr. Et comment vous découvrez, du coup, le métier de traductrice littéraire et quelle place occupe-t-il vis-à-vis de celui d'écrivaine? Le métier de traductrice littéraire, je le découvre absolument, j'allais dire absolument par hasard. Ça n'était pas une vocation, c'est pas quelque chose que j'ai décidé de faire. Il se trouve qu'on m'a donné un texte à traduire. Je travaillais comme lectrice de base, vraiment, chez De Noël. Enfin, pour les livres italiens, a priori, aussi un peu pour les manuscrits, mais pour faire le tri, en réalité. Enfin, pour dire dans les livres italiens ce qui me semblait intéressant, et ensuite pour faire un peu le tri dans les nombreux manuscrits qui arrivaient à la maison d'édition, comme d'habitude. Et je travaillais avec quelqu'un de remarquable, Georges Pirouet, qui était lui-même traducteur, enfin écrivain, traducteur d'italien, spécialiste de Pirandello d'ailleurs, et musicien. Moi, je faisais beaucoup de musique, et bon, il y avait un lien qui s'est créé, mais comme avec d'autres, je veux dire, c'était pas seulement pour moi, c'était quelqu'un avec qui on avait un vrai rapport humain. C'était pas
quelqu'un qui recevait un employé, disait « Bon, donnez-moi votre note de lecture, ah oui, c'est ça, et puis partez ». Bref, il m'a donné un petit texte à traduire. Après, on m'a donné quelque chose à traduire chez De Noël, qui d'ailleurs n'était pas du tout intéressant, à dire la vérité, c'était une co-traduction. Et ensuite, les choses se sont déclenchées comme ça, grâce aussi à un ami, René de Sécatier, qui lui était vraiment lancé dans le... comment dire, avait l'idée de faire un métier de tout ce qu'il y avait de littéraire, et qui connaissait beaucoup plus le monde que moi. Et ainsi, j'ai traduit en premier, j'en parle parce que c'est très important pour moi, parce que je l'avais lu pour De Noël, et que ça n'avait pas été pris chez De Noël, et que j'avais beaucoup admiré ce livre, un livre de Dario Bellezza, qui était un poète, qui avait été secrétaire de Pasolini, livre sur la mort de Pasolini, qui s'appelait d'ailleurs Mort de Pasolini, et que j'ai traduit comme ça a été vraiment ma première vraie traduction pour les éditions Persona, qui malheureusement n'ont pas existé longtemps, étant donné que c'était une petite maison d'édition qui a été décimée par le sida. Mais voilà, ça a été ma première vraie traduction. Et j'y tiens beaucoup, parce que je trouve que c'est un très beau texte. J'aimerais énormément qu'il soit repris d'ailleurs. Mais bon, alors, Bellezza défendait cette chose qui s'est révélée fausse, qui était Pelosi était l'assassin de Pasolini. Mais évidemment, il le faisait en tant que poète lui-même, parce que lui était vraiment un poète aussi, comme Pasolini. Et donc, on entrait dans la poésie de Pasolini en même temps, et c'est pour ça que le livre était extrêmement bon. Et puis, c'est quelqu'un qu'il avait très, très bien connu. Donc, ce n'était pas géographique du tout, mais pénétrant, vraiment, et très, très beau, je trouve. Et en 1985, vous traduisez le livre italien le plus traduit au monde. C'est Les Aventures de Pinocchio. Pinocchio. Et ça, c'est extraordinaire. Ça a été extraordinaire après coup aussi, parce que je me suis rendu compte que quand je disais aux Italiens, j'ai traduit Pasolini, ça, oui, très bien. J'ai traduit Pinocchio. Oh, c'est presque comme si j'avais traduit la Divine Comédie. Non, c'est un livre essentiel. Oui, et effectivement. C'est un livre en fait immortel, immortel, de la littérature pour enfants, mais aussi pour éternel enfant. Oui, exactement, parce que c'est un livre qui a plusieurs strates. Effectivement, on se dit, c'est très moralisant. On voit ça, entre autres. Et on voit et après, et si on pénètre plus le livre, c'est un livre de magie, magique, initiatique un peu même. Et d'ailleurs, l'idée première de Pinocchio est fabuleuse. La voix dans l'arbre, enfin dans le bois, c'est extraordinaire. Donc voilà, et oui, j'ai traduit ça très vite. En effet, là encore, c'est l'une de mes premières traductions. Oui. Et traduction qui existe encore sur le marché d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Doublement, parce qu'il y a eu après une reprise, révision. Alors, je dois dire, on peut le dire parce que ça a à voir avec la traduction parfaitement faite. Jean-Michel Gardère a présenté le folio et en même temps reprenait un peu le texte. Et bon, moi j'étais vraiment novice quand j'ai traduit Pinocchio. Cela dit, je pense que c'était bien traduit. Mais il a repris quelques petites choses. J'en étais ravie parce que justement, je savais que j'étais novice quand j'avais traduit ça. Et ça ne me choquait pas du tout qu'il reprenne un peu par-dessus le marché. Il l'a fait comme toute personne brillante, je dirais, avec un respect total. C'est-à-dire qu'il m'a dit ce qu'il pensait changer. Il m'a dit « Est-ce que ça vous convient ?» Et quand ça ne me convenait pas, je lui disais « Ça ne me convient pas ». Je reprenais moi-même parce que généralement, quand quelqu'un tique sur un détail, enfin sur quelque chose, c'est qu'en effet, il y a quelque chose à reprendre. Pas nécessairement comme lui le reprendrait, mais comme éventuellement moi je peux le reprendre. Et donc il y a quelques petites modifications dans ce texte par rapport à ma traduction originale, mais non, je tenais à le dire parce que ça, c'est une chose extrêmement importante, que quelqu'un qui éventuellement revoit votre texte le fasse avec ce respect, cette intelligence, et je vous dis de toute façon ça a été très très peu de choses, mais
mais dans un climat parfait. Ouais, de collaboration. De collaboration, d'échange. d'échange et d'égalité finalement. C'était pas je suis celui qui sait et je vous dis qu'il faut faire ça, alors que c'était. Il est mort maintenant, malheureusement, et je ne l'ai jamais rencontré autrement qu'en échangeant quelques courriers, mails sans doute avec lui. Mais bon, c'était un aîné, c'était quelqu'un qui était reconnu. Bon, moi je l'étais un peu d'ailleurs aussi quand il a repris, mais n'empêche. Et ça n'a pas été pesant du tout. C'était un très beau travail. Mais à cette époque, en Oui, tant que oui, traductrice oui, oui, et novice, oui, oui. que vous a-t-il apporté ou appris? Alors non, quand Jean-Michel Gardère est intervenu, c'était plus tard. Je n'étais plus vraiment novice. Donc il m'a pas vraiment apporté quelque chose. Simplement, il a eu un regard très juste très intéressant sur le texte, très personnel d'ailleurs dans son introduction, mais dans le texte même, bon, il a repris vraiment quelques petits détails et c'est tout. Et donc, je ne peux pas dire qu'il m'ait vraiment apporté quelque chose, mais j'ai aimé le peu de travail que nous avons fait ensemble. Mais je veux dire, Oui, en oui. 1985, Oui. quand vous avez traduit Quand Pinocchio, j'ai traduit, oui. qu'est-ce que vous a-t-il apporté Pinocchio? Pinocchio. Oui. J'avoue que c'est un peu lointain quand même, mais à vrai dire, il y a une chose qui était amusante, c'est que j'avais un tout petit enfant à ce moment-là, et donc c'était drôle aussi de faire, de traduire un livre pour enfants à ce moment-là. Il m'a apporté certainement pas mal de, comment dire, la nécessité d'entrer dans un texte qui ne se donnait pas si facilement que ça, malgré son allure très, très, très facile, un livre pour enfants. Mais c'est quand même, maintenant que je revois l'italien de Collodi, c'est pas si simple en fait. Donc je pense qu'il m'a appris, grâce aux difficultés que je devais de temps à autre rencontrer dans le texte. Et puis, je ne sais pas s'il m'a apporté quelque chose de si particulier que ça, mais je dirais oui, probablement cette entrée dans un texte. Autant le texte de Bellès, ça pour moi était tout à fait naturel. Enfin, c'était quelque chose que j'avais lu, mais ça, ce n'est pas une raison, parce que très souvent, je ne lis pas les traductions, les livres que je vais traduire. J'aime bien feuilleter, mais découvrir au fur et à mesure. Mais là, j'avais lu, donc. Mais c'était une langue, je ne dis pas qu'il m'était facile comme ça de le traduire, mais qui correspondait à ma propre évolution, j'allais dire, en tant que personne. Pinocchio, c'était une toute autre affaire. J'avais jamais, bon, je traduis évidemment, puisque je n'avais pas traduit, mais un texte pour enfants, c'était pas nécessairement ce à quoi j'aurais pensé. Et donc, ça m'a permis, je pense, d'aborder quelque chose qui m'était beaucoup moins naturel en réalité. Et dans un langage qui était tout de même, oui, pas si commode, pas si simple. Et après Pinocchio, vous travaillez sur la traduction de notre genre littéraire, tout à fait complexe, délicat, et je dirais chanté. Au tournant des années 80-90, vous co-traduisez avec Odette Quin, Leila et Menis Tara Hussein, si je prononce bien, ou bien René De Secati, José Guidi, Jean-Charles Vegliante, Dominique Fernandez, deux des immortels de la poésie italienne du XXe siècle, Umberto Saba et Pierpaolo Pasolini. On parle souvent de l'intraduisibilité de la poésie. Oui. Alors, dans votre expérience, quelle est la difficulté majeure pour un traducteur de poésie? Est-ce qu'il doit être un poète parallèle aussi? Alors, je dois dire, donc, quand même une petite précision. Dominique Fernandez s'est adjoint au poème de Pasolini par la suite. Mais Saba, non, il ne s'en est pas occupé. Et au départ, Pasolini non plus. Bon,
Mais cela dit, un petit livre où, en effet, il traduit des poèmes, enfin, un livre joint où il y a des poèmes traduits par lui et par moi, ensuite dans le folio Gallimard, je crois. Voilà, bon, ça c'est un détail vraiment. Écoutez, j'étais complètement paniquée à l'idée de traduire de la poésie, parce que je pense que c'est en effet, d'une certaine façon, impossible. Donc, on sait d'avance qu'on va manquer tellement de choses, qu'il va y avoir tellement de choses qu'on ne pourra pas faire passer, parce qu'il y a un sens à faire passer, il y a une musique à faire passer, il y a un jeu entre les mots parfois à faire passer qu'on ne peut pas faire passer nécessairement dans une autre langue. Donc, à chaque fois, je me suis dit, c'est fini, je ne traduis plus jamais de la poésie. Enfin, quand j'ai traduit Saba, je me suis dit, non, mais là, je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux fois. D'ailleurs, je pense que si je m'y remettais, je traduirais peut-être un peu différemment, je ne sais pas, j'ai un peu plus d'expérience. Voilà, pour moi, oui, c'est un gros problème, mais je dois dire que j'ai eu plusieurs expériences finalement de traduction poétique. Et bon, Pasolini me parlait énormément. Et j'ai eu l'impression de pouvoir rendre quelque chose de ce qu'il disait, en tout cas, mais avec toujours cet obstacle de la langue, enfin de ce qu'est foncièrement la langue, c'est-à-dire quelque chose de... c'est l'écoute aussi. Et comment va-t-on faire pour pouvoir rendre ça? D'une certaine manière, c'est un échec fatal. Et puis j'ai quand même traduit, on va en parler, Ancestrale de Goliarda Sapienza. Et là, je me suis complètement immergée dans ce qu'elle avait écrit, et je pense en avoir fait une sorte de transcription qui se tenait, mais en ne pensant plus vraiment à l'idée traduction. J'allais rendre quelque chose, ce que j'entendais moi, je le rendais au mieux, en français, en sachant que je modifiais certaines choses, parce que c'était impossible autrement. Donc ça a été trois moments très différents. Saba, je dois dire que le souvenir que j'en ai est quand même un souvenir d'inquiétude, essentiellement, en me disant, mais non, c'est pas possible. Pasolini, déjà, j'étais beaucoup plus familière de son œuvre, et voilà, j'avais quand même l'impression, bon, j'avais un peu traduit grâce à Bellezza aussi, mais pas beaucoup, mais quand même un peu. J'allais dire, je savais de quoi il retournait. Mais ça ne suffit pas pour un poème, certes. Mais donc, l'impression quand même d'arriver à rendre quelque chose de ce qui avait été écrit. Et pour Goliarda, c'était encore autre chose. Et je pense vraiment que là, j'ai fait un travail, alors, un peu de poète, pour le coup. Voilà. Dans Pasolini, je pense que vous avez dû faire face aussi à une difficulté comme vous avez dit, de langue, mais aussi le dialecte. Non, pas moi. Pas moi. Okay. Je n'ai pas traduit le poème du frioulan. Parce que j'allais vous demander... Non, le dialecte est venu un peu plus tard pour moi. Mais non, pour Pasolini, non. Je n'ai traduit que des poèmes écrits en italien. Donc, pas de problème à cet égard. Alors, la question du dialecte s'est posée lorsque vous avez abordé l'œuvre de Goliarda Sapienza. C'est posé un peu, oui. Oui, voilà. Et du coup, alors, on va passer à Goliarda Sapienza, du coup, l'écrivaine clé de votre travail de traduction. Oui. Et pour se lancer sur ce sujet immense qu'est Sapienza, j'aimerais citer un extrait de la préface de l'édition actuellement en vente en Italie de L'Arte della Gioia, considérée aujourd'hui un chef-d'œuvre du XXe siècle. La préface est écrite par Angelo Pellegrino, qui le publiera pour la première fois. En retraçant l'histoire éditoriale malheureuse de l'œuvre, Pellegrino parle de la découverte et de la sortie du livre en Allemagne grâce à l'initiative de Waltraud Schwarze, qui appelle Viviane Ami à Paris pour lui conseiller de lire un roman. Oui, je vais préciser. Oui.
Et je cite un roman paru en Italie en 1998 dans une petite maison d'édition que personne ne connaît. Le texte est un peu bizarre, il fait 600 pages, il va coûter une fortune en traduction. Il y a peu de chances pour qu'il y ait plus de personnes qui le lisent à l'étranger qu'en Italie, mais c'est vraiment merveilleux. Amy a alors immédiatement envoyé le roman à l'une de ses traductrices, Nathalie Castagnet, elle aussi romancière, qui l'a appelée 5 jours plus tard, excitée et angoissée à la fois. L'excitation due à la lecture du livre, l'angoisse due à la crainte que Viviane Amy renonce à traduire le roman, d'une part, et que, d'autre part, elle devienne, si elle accepte, responsable de la ruine de la maison d'édition. Je vais préciser un certain nombre de choses, parce bien. que c'est une interprétation. C'est une interprétation que j'ai entendue souvent et où il faut quand même nuancer. Mais globalement, c'est exact, mais on va quand même reprendre. Si ça vous On est d'accord que c'est en grande partie quand même grâce à cette rencontre que Sapienza atteint non seulement le public français, mais celui italien aussi. Complètement. Alors, simplement, Waltraud Schwarz a en effet lu le livre et l'a conseillé à Viviane Amy. Quand on dit qu'elle a été la première, sauf qu'en Allemagne, le livre a été publié exactement la même année qu'il a été en 2005. Que ce qu'il a été publié en France. Parce que j'ai lu dernièrement, c'est le succès allemand qui n'a pas existé, entre parenthèses, il n'y a pas eu de succès allemand. Ils ont publié en deux parties, et je crois que ça n'a pas été un grand succès. C'est le succès allemand qui a convaincu Viviane Amy. Non, ce n'est pas le succès allemand qui a convaincu Viviane Amy, c'est moi qui l'ai convaincu. non, je veux dire, c'est ma lecture. On m'a donné, en effet, c'était pas du tout 5 jours plus tard, d'ailleurs, on m'a donné le livre à lire. Il se trouve que c'était Frédéric Martin qui devait devenir ensuite éditeur du Tripode et publier énormément de livres de Goliarda, qui travaillait à l'époque chez Viviane, qui m'a appelé en me disant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de traducteurs d'italien chez Viviane, qui par dessus le marché me connaissait comme écrivain, comme romancière, puisqu'elle avait travaillé à La Différence. Et je reviendrai d'ailleurs sur Aylatan, ce n'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai nom. non, c'est ce que j'estime être mon vrai nom. Voilà. Bon, non, mais ça, c'est encore une autre affaire. On ne va pas parler de ça parce que ça n'a rien à voir avec la traduction. C'était une parenthèse. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a en effet envoyé, j'ai accepté de lire pour voir ce qui allait se passer, pour voir ce que j'en pensais. J'ai accepté de lire L'Art de la joie, ce que j'ai fait en janvier 2004. Et j'ai été complètement emportée par le livre. J'étais survoltée par cette lecture, j'en parlais tout autour de moi, et j'ai fait une note de lecture à la hauteur de mon enthousiasme, que j'ai lu d'ailleurs à des amis. J'ai ajouté la préface d'Angelo de l'époque, où il fait un magnifique portrait de Goliarda, pour être plus convaincante. Une petite notice biographique, enfin tout pour mettre les chances, si je puis dire, de mon côté, c'est-à-dire en fait du côté de Goliarda, parce que j'ai ressenti à la fois l'intérêt majeur de ce livre et l'injustice subie par Goliarda de son vivant. Il y avait les deux choses. J'ai connu les deux choses à la fois. Et donc, pour moi, c'était vraiment très important que ce soit publié. Et Viviane a immédiatement, Viviane et sa maison d'édition, a immédiatement réagi en disant on le publie. Alors, je pense qu'elle était aussi quand même encouragée à le faire par l'opinion de Waltraud Schwarz. N'empêche qu'elle m'a fait une confiance incroyable. Quant à l'histoire du prix, de la traduction. Ça mérite un petit peu, je dois dire, qu'on mette sans arrêt ça en avant, alors que, vu que ça a été un immense succès, ce que j'ai eu, moi, est une goutte d'eau par rapport à ce que j'ai fait gagner à la maison d'édition. Quant à mon inquiétude sur le fait que j'allais ruiner la maison d'édition, elle n'a jamais existé. Je n'ai jamais une seconde pensé à ça, mais en revanche, j'avais le sentiment de ma responsabilité. Ça, oui,
je me suis dit, mais si c'est un échec, je ne pensais pas du tout au côté financier, à dire la vérité. Vraiment, je crois que malheureusement, ça ne me passe pas assez souvent par la tête, mais voilà. C'est très bien de pouvoir mettre ça au Oui, clair. heureusement. Voilà, non, je crois que c'est important. Parce que j'en ai assez, ça je l'ai entendu, cette histoire, elle est fausse. Non, je ne me suis pas dit, mon Dieu, je vais ruiner la maison d'édition. Elle avait de quoi tenir, je pense, hein, même avec la fortune qu'on allait me donner pour la traduction. Enfin, il ne faut pas exagérer quand même. Pour la traduction de l'art de la joie et dépenser pour le papier, etc. Non, non, j'avais le sens... oui, j'étais un peu inquiète, peut-être. Enfin, c'était une responsabilité que je n'avais jamais prise, de dire ce livre-là, il faut le traduire. Voilà, il faut le publier. Ça, oui, c'est vrai. Et puis, j'étais la seule en France à connaître l'arte della gioia, enfin l'art de la joie. Et si bien que ce que j'ai fait, parce que Frédéric m'avait demandé de lui envoyer 50 pages, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, quand j'ai commencé à traduire, c'était 6 mois plus tard, et je lui en ai envoyé une centaine parce que j'ai été complètement emportée par le texte. Et il a réagi avec beaucoup de passion lui aussi. Et du coup, j'ai fait une chose qu'on ne fait jamais, et qui était probablement liée au fait qu'en effet, ce texte, je l'avais moi seule. Enfin, et personne ne le connaissait dans la maison d'édition. J'ai envoyé... À chaque fois que je terminais une partie de l'art de la joie, enfin j'ai continué, quoi. Chaque fois que je terminais une partie de l'art de la joie, je l'envoyais à la maison d'édition. Et donc Frédéric et les collaboratrices de Viviane l'ont lu comme ça, alors que j'étais en train de traduire. Enfin, mais j'avais, évidemment, je l'envoyais une fois que j'avais retravaillé chaque partie, hein, évidemment. Et Viviane, elle, l'a lu tout à fait à la fin. Et elle a été, j'ai l'impression, d'après ce qu'elle m'a dit, pas complètement séduite elle aussi. Et voilà, et ils ont fait un travail remarquable de lancement du livre à la maison d'édition, donc chez Viviane Ami, et le livre a eu un succès complètement inattendu, cela dit, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de rééditions immédiates, enfin pas de réédition, comment on dit ça, enfin de réimpression. De réimpression parce que je ne sais pas combien Viviane avait décidé de sortir de livres, mais il a fallu en sortir beaucoup plus très vite. Non, non, ça a été une aventure magnifique, celle de l'art de la joie, je dois dire. Très, très beau. Lorsqu'on parle de Goliarda Sapiens, on parle souvent de sa vie personnelle aussi. On parle souvent de Modeste, de son personnage principal, considéré aussi comme son alter ego. Oui, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Voilà. Oui. Mais rarement parle-t-on de la voilà, on parle de ce qu'elle raconte, mais pas de comment. De la façon dont elle... De la façon de son style. Alors, je suis très heureuse de vous entendre dire ça, parce que, en effet, pour moi, c'est essentiel, bien sûr, et je trouve en effet qu'on a tendance à parler de cette histoire effectivement très frappante. Toute cette aventure de Modesta est très frappante, mais en oubliant la façon dont c'est écrit. Et elle aurait écrit autrement l'art de la joie. C'était un livre qui, bon, oui, elle parlait d'un tas de sujets qui intéressaient beaucoup de monde et surtout beaucoup de femmes, mais qu'est-ce que ça aurait été? À mon avis, si le livre a cette puissance, c'est parce qu'il y a là-dedans à la fois une vie extraordinaire et un pouvoir d'incarnation extraordinaire, que c'est un livre stylistiquement extraordinairement intéressant, qu'il y a une profondeur poétique qui parfois dépasse même le narratif dans le livre, alors que le narratif est extrêmement important, mais dans les grands livres, c'est ça qui se passe. Dans les grands romans, c'est ça qui se passe. Et moi, j'ai été évidemment tout de suite prise par la singularité de cette écriture, et aussi cette manière formidable, enfin, de passer du je au elle, qui est déroutant, mais qui est très, très intéressant dans ce livre. Elle passe du subjectif à un une relative objectivité. Enfin, ce jeu entre les deux angles de vue, je dirais, c'est passionnant. Et puis, il y a
des méandres baroques dans l'écriture de Goliarda qui sont magnifiques, un sens, oui, un sens poétique dans l'évocation des lieux ou des climats. Enfin, il y a des choses extraordinairement différentes. Mon art du dialogue qui vient aussi du fait qu'elle avait été comédienne, je pense. Hein. J'allais vous demander. Et oui, exactement. j'en suis persuadée. Et puis cet art de l'incarnation, cette force de l'incarnation, je pense qu'il était en elle et qu'il s'était exprimé quand elle était comédienne ou actrice, et qu'il s'exprime encore de la même façon quand elle devient écrivaine. Et ça, c'est très très fort aussi. Mais bien sûr, alors là, vraiment, quelle joie pour le coup d'entendre quelqu'un parler du style, de la manière d'écrire de Goliarda, parce que c'est essentiel, évidemment, enfin, puisqu'elle écrit. C'est ça. Bien sûr que c'est ça qui attrape, qui happe dans ce qu'elle, et qui fait de ce livre ce qu'il est. Parce que ça pourrait être un livre de développement personnel, c'est-à-dire d'une platitude infinie et qui n'aurait pas, happé, saisi les lecteurs et évidemment, qui sont surtout des lectrices, comme d'habitude d'ailleurs, mais peut-être un peu plus pour ce livre, comme il l'a fait. S'il n'y avait pas ce que peut-être des gens ne perçoivent pas d'ailleurs en lisant, mais qui est là. C'est-à-dire cet art de l'écriture, effectivement, de l'image, du dialogue, de l'image, d'une création de climat très, très étonnant, très particulier. Illustrer ça, parce qu'à un moment donné, Modesta, elle dit « Le mal réside dans les mots que la tradition a voulu absolus. » dans les significations dénaturées que les mots continuent à revêtir. Le mot amour montait, exactement comme le mot mort. Beaucoup de mots montaient, ils montaient presque tous. Voilà ce que je devais faire, étudier les mots exactement comme on étudie les plantes, les animaux. Et puis, les nettoyer de la moisissure, les délivrer des incrustations de siècles de tradition, en inventer de nouveaux et surtout écarter pour ne plus m'en servir ce que l'usage quotidien emploie avec le plus de fréquence. Les plus pourris comme sublime, devoir, tradition, abnégation, humilité, âme, pudeur, cœur, héroïsme, sentiment, piété, sacrifice, résignation. J'appris à lire les livres d'une autre façon. Au fur et à mesure que je rencontrais certains mots, certains adjectifs, je les sortais de leur contexte et les analysais pour voir s'ils pouvaient être employés dans mon contexte. Dans cette première tentative d'identifier le mensonge caché derrière des mots qui avaient, y compris sur moi, un pouvoir des suggestions, je m'aperçus de combien d'entre eux, et donc de combien de fausses idées j'avais été victime. Et ma haine grandit jour après jour, la haine de se découvrir trompé. Alors, que peut nous révéler Sapienza ou Modesta sur les dangers et les possibilités de la langue? Oui, et là on peut dire Modesta et Sapienza, Goliarda, parce qu'on sait que quand elle lisait un livre, elle annotait les adjectifs, par exemple, les mots, pour pouvoir comprendre l'idéologie cachée dans le livre. Ça, elle le faisait effectivement. Alors, c'est une période de sa vie, faut-il ajouter, où en effet, elle se présente comme transgressive, anarchiste, ce qu'elle était, mais très particulièrement, et il y a la psychanalyse qui est entrée en ligne de compte aussi dans tout ça. Donc, il faut rejeter ce au fond parfois elle nous rejette elle-même, pas vraiment, mais la manière pourrie, comme elle dit, mauvaise de s'emparer de ces mots-là. Et en effet, on sait qu'il y a du danger dans l'emploi des mots. On peut les employer d'ailleurs de diverses manières, mais à très très mauvais escient parfois. Et donc, elle en rajoute un peu, mais parce que finalement, sentiment,
le sentiment, elle ne le rejetait par exemple, elle ne le rejetait absolument pas. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? C'est ça aussi. Ou cœur, enfin je ne sais plus ce qu'elle dit exactement, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot? Et en effet, on peut mettre des choses qui sont complètement inhibantes ou même j'allais dire, ou même arrivant à quelque chose comme travail, famille, patrie, enfin des choses de ce genre, alors que si on prend le mot d'une autre façon, si on le retravaille, si on en perçoit, si on en saisit, oui, on en saisit, on en fait sortir autre chose, ça peut être un très beau mot. Et je pense qu'il y a ça aussi. Enfin, c'est pas qu'elle jette absolument là, oui, parce que on va dans l'excès, mais c'est pas qu'elle rejette absolument tous ces mots-là. Je vois dans ces lettres que j'ai traduites maintenant, pareil, il y a un moment où elle dit honnêteté, nanana, je supporte plus ces mots. Or, en réalité, elle était foncièrement honnête. Mais qu'est-ce qu'on en avait fait? Comment est-ce qu'on s'en servait? de ces mots. Quel usage en faisait-on? La fréquence aussi, voilà. parfois. Et puis, quel usage en faisait-on? Et puis, ça pouvait devenir... voilà, comme une espèce de bruit de fond complètement insupportable, parce qu'on s'en servait aussi pour asservir, finalement. Vous, c'est à travers ces mots, à travers les mots de Sapiens, à travers votre travail de traduction, que vous êtes arrivé à écrire une biographie qui vient de sortir, qui vient de paraître chez les éditions du Seuil. Alors, à chaque lecture, il y a une relation qui se crée entre le lecteur et l'écrivain. Mais lorsqu'on traduit une œuvre, bien sûr, la relation est plus soudée, plus forte. Et parce qu'on est emmené quand même à disséquer le langage, la pensée de l'écrivain. Après ces 20 ans passés avec Goliarda Sapienza, quelle relation avez-vous créée avec cette écrivaine atypique que vous connaissez, je dirais, si bien, mais sans pourtant jamais la rencontrer? Sans l'avoir jamais rencontrée, alors que j'aurais absolument pu le faire. Elle est morte en 96. Hein. On a l'impression, en fait, on a tendance à la repousser en arrière dans le temps, peut-être aussi à cause de l'art de la joie, d'ailleurs. Mais eh ben non, pas du tout. Et je ne l'ai jamais rencontrée. Mais je pense l'avoir rencontrée, absolument, parce que je l'ai rencontrée à travers ses livres. En fait. Donc, quelle relation de compagnonnage, je dirais, parce que justement j'en parlais, là j'étais à un colloque et je disais non, Goliarda pour moi n'est pas un modèle, même pas un modèle, même si je l'admire immensément, et à certains moments je me dis ce qu'elle a fait c'est vraiment très très bien, c'est enviable, enfin, mais ce n'est pas une icône. Et ce n'est pas quelqu'un qui a bouleversé ma vie. Elle a un peu bouleversé mon destin, parce que j'ai quand même passé énormément de temps avec elle, à me consacrer à elle. Mais c'est un compagnonnage entre deux personnes, je pense, très différentes, et en même temps, il doit bien y avoir quelque chose qui, dans les profondeurs, nous rassemble, parce que sinon, je ne me serais pas ni passionnée pour ce qu'elle fait comme je l'ai fait, ni... comment dire, je n'aurais pas réussi à entrer, et je crois que j'ai réussi à entrer dans son œuvre, enfin quand même comprendre grandement qui elle était à travers ce qu'elle a écrit et ce qu'elle a fait. Et voilà. Et c'est pour ça que, en effet, la biographie, de toute façon, mon abord de Goliarda, c'était d'abord celui d'une traductrice, d'abord à travers son œuvre, même si je n'ai pas négligé ce qui venait contredire parfois des choses qu'elle écrivait. J'ai pris au sérieux le travail de biographie, mais bien sûr ce qui m'intéressait le plus, c'était de faire sortir, de faire surgir de ce qu'elle avait écrit des choses qui me paraissaient parler d'elle vraiment en profondeur et en réalité, en vérité. Alors, je m'amuse parfois en disant, pour moi, la traduction, c'était pas du tout un mariage d'amour, c'était un mariage de raison. Mais là, il y a eu un petit côté de mariage d'amour quand même. Et puis, en effet, un mariage, assurément, parce que 20 ans, 20 ans, c'est quand même beaucoup. Alors, la question du dialecte va se poser, on va dire, sur quand vous abordez, du coup, Goliarda Sapienza. Oui. La question du sicilien.
Et pas seulement. Enfin, et pas seulement. oui. Quelle était votre difficulté en ce moment-là ou Alors, comment avez-vous dû aborder alors, cette... il y a eu, j'allais dire plusieurs phases. Non, première chose, tout à fait surprenante, mais qui allait avec cette chose très singulière qui s'est passée avec la lecture et, de l'art de la joie et l'arte della gioia et le début de sa traduction, j'étais tellement portée par le texte que même ce qui était en sicilien, je le comprenais. Ah non, ça c'est la seule fois que ça m'est arrivé de ma vie, mais je le comprenais. Après, bon, ça n'a pas duré quand même, hein, quand il y avait du pur sicilien, il y a une phrase en pur sicilien que d'ailleurs j'ai traduite en français, parce que j'ai cherché des équivalents où il n'y en avait pas. Et comme en plus c'est une phrase que Modesta ne comprend pas, je pensais qu'il était juste de le laisser dans une langue incompréhensible pour tout le monde. D'ailleurs, je me demande si chez Stampa Alternativa, ce n'était pas laissé en sicilien aussi et traduit en italien en notes. C'est possible, je ne m'en souviens pas. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup simplifié les choses dans l'arte della gioia, c'est que en fait, Goliarda invente un sicilien. Elle n'écrit pas en sicilien. Il y a des mots que j'ai parfois laissés parce que en sicilien, parce que je voyais bien qu'elle avait le désir qu'on entende cette langue. Donc, ça me semblait légitime de laisser quelques mots comme ça de temps en temps en sicilien. Mais les trois quarts du temps, elle fait un mixte d'italien et de sicilien en employant des tournures particulières, des altérations de l'italien, mais pas plus. Et bon, évidemment, cette manière parfois de parler de soi à la troisième personne, etc. Et en employant beaucoup le passé simple, enfin, ce qu'on connaît. Donc moi, j'ai entendu et essayé donc de rendre une langue très tenue, avec beaucoup de tenue, et en effet qu'il y avait quelque chose d'un peu, un peu ancien, enfin, digne, et populaire, donc en mettant, moi aussi, en faisant des petites altérations sur certains mots français, et voilà. Et ça a été tout. Et surtout en jouant sur certaines tournures. Et je crois que je n'ai pas mal réussi. J'ai eu le sentiment de rendre quelque chose que j'entendais. Voilà. Et de la même façon, quand elle rencontre Nina, la romaine, qui elle a un langage au contraire complètement, enfin avec beaucoup, je ne dirais pas vulgaire, mais enfin bon, squagliato, enfin avec du laisser aller comme ça, je me suis énormément amusée à traduire, à transposer là aussi un peu le langage de Nina en y allant dans pareil, dans ce que je ressentais que Goliarda avait mis pour donner cette impression du romain, qui en effet n'est pas une langue très tenue, lui. Au contraire, il y a un relâchement, un très grand relâchement. Et je me suis beaucoup amusée à ce moment-là, mais je me suis beaucoup moins amusée dans Rebibbia, l'université de Rebibbia, parce que là, je me trouvais face à des phrases entières en romain, vraiment en romanesque, ou romanaccio même. Impossible de traduire ça. Impossible. Il n'y a pas de dialecte équivalent. On peut pas, enfin moi du moins, je ne sais pas trouver un dialecte équivalent. Je voyais, parce qu'elle le dit, que Goliarda voulait qu'on entende une langue particulière, mais qui était très, comment dire, très fortement employée, enfin, dans ce texte-là. Moi, je ne pouvais pas l'employer. Donc j'estime qu'on perd, je sais qu'on perd des couleurs, on perd un rythme dans l'université de Rebibbia quand parlent les prisonnières de droit commun. La seule chose, c'est que comme le livre entier a une énorme force vitale et bon, quand même très, parfois presque théâtrale, heureusement, c'est sauvé par là. Mais en ce qui concerne la langue plus ou moins dialectale employée, là, je dois dire que j'ai dû renoncer. Et donc, c'est une frustration pour moi, d'ailleurs. Ce livre a ce petit côté de frustration
Mais non, on n'entendra pas le romanesque. Il faut toujours négocier voilà, lorsqu'on traduit. comme elle dit, ben non, je ne peux pas parler romanesque. D'ailleurs, quand elle essaie, elle se fait rembarrer tout de suite. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as parlé comme ça? Mais parle comme tu parles. Nous, c'est notre langue, mais ce n'est pas la tienne. Enfin, et j'ai été dans le même cas. Voilà. En revanche, je crois que quand dans Moi Jean Gabin, Nina parle en sicilien, là aussi je crois que je l'ai mis en sicilien et j'ai traduit en français. Voilà. Parce que c'était du pur sicilien et donc il ne fallait pas essayer de le traduire, il ne fallait pas le toucher. Mais en revanche, quand Goliardin emploie une langue mixte, là ça me donnait la possibilité d'entrer et de rendre, je crois, ce langage qui avait sa singularité, mais qu'il était possible de transposer dans une autre langue. Alors, vu que nous sommes dans une agence de traduction et nous nous approchons de la fin de cette interview, permettez-moi de vous poser ma toute dernière question en italien, dans votre, on va dire, deuxième langue, dans votre langue de travail. Anche perché è appunto della lingua italiana che vorrei parlarle. Se dovesse fare contribuire, diciamo, a un volume, sa, uno di quei volumi della collana della casa editrice Plon, le Dictionnaire amoureux, e ci fosse la voce lingua italiana, cosa direbbe? La domanda non è facile. La prima cosa che le viene in mente? Direi banalmente musica. È tutto. La ringrazio veramente tanto. Prego. Merci pour cet échange et c'était un vrai plaisir.